c'est-à-dire ces enfumades, les auteurs des enfumades. C'est le général X, le général Y, devenu maréchal, et ainsi de suite. Il ne faudrait pas que cela nous fasse oublier la responsabilité d'abord de l'État français, en tant qu'État. Parce que c'est ce qui s'est passé pendant la guerre de libération aussi. On a donné des noms aux tortionnaires. On a dit c'est Massu, c'est Bijard, c'est Ossarès, c'est Papon. Non, ce ne sont pas, ce n'est ni Bijard ni Ossarès. Ce sont les instruments. Les instruments. Mais c'est l'État français. Absolument. On a dit que c'était Papon que Papon avait tué des Algériens. Ça se passait sous les fenêtres de l'Élysée. Ça se passait à Paris, ça se passait au cœur même du pouvoir colonialiste. Alors ce n'est pas, Papon n'a fait qu'exécuter une politique qui était admise, c'est-à-dire tuer. Admise et théorisée, dûment théorisée, en 1900, c'est-à-dire 1961, c'est-à-dire que ça s'est passé moins d'un an avant l'indépendance. L'idée de référendum, non, ça s'est passé moins d'un an, c'est-à-dire c'est une cruauté mentale qui tient exactement, qui est génétiquement liée à 1830. Et à la nature même. Et à la nature même, bien sûr, du colonialisme. Donc, ce qui s'est passé, c'est... On pensait, parce que c'était tous les 10 ans, qu'il y avait ce cycle d'horreur, d'insurrection, etc., répression, etc. Quand les Algériens ont trouvé une autre forme, au début du XXe siècle, ils ont trouvé une autre forme de lutte, d'organisation, autre que celle qui consistait à se soulever par les armes, mais essayer de moderniser, d'adapter leur lutte et pour atteindre leurs objectifs aux méthodes modernes. Ils pensaient que le colonialisme allait comprendre cela, qu'il allait se mettre à table. Qu'ils allaient venir, on va discuter d'une façon moderne. Civilisée, par le biais des syndicats, par le biais des associations politiques, des partis, etc. Ça n'a pas été le cas. On parle de ça. Il ne faut pas oublier aussi d'ajouter à cette volonté génocidaire les milliers de victimes dans les guerres où on impliquait les Algériens, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Il ne faut pas également oublier toutes les calamités qu'on dirait naturelles et qui ont été, c'est les famines, c'est les maladies, le typhus, le choléra, toutes sortes de maladies. Comment est-ce que les historiens, on ne fait pas... je ne dis pas que ça n'existait pas avant 1830, mais en tous les cas, ce n'était pas aussi fréquent. Les familles n'étaient pas fréquentes. Les voyageurs, les mémoires, les documents qui n'en attestent pas d'une façon aussi méthodique, aussi permanente qu'après de la famine de 1866, qui a duré jusqu'à 70 pratiquement. C'est une famine doublée de maladies, du typhus, surtout le typhus qui emportait des milliers de victimes. C'est-à-dire que c'est un lieu commun que de dire que le colonialisme porte ça en lui. C'est la nature même du colonialisme. Sa nature, mais aussi son intention première. Oui. Puisque on lit par exemple des atrocités documentées dans votre ouvrage, il faut se résigner à refouler au loin, à exterminer même la population indigène, et, pour ceux qui pinailleraient sur le terme de génocide, la diminution de nos Arabes dans les mêmes proportions que celles qui s'observent sur les sauvages du Nouveau Monde est une nécessité. Absolument. Ça, c'est de Tocqueville, il me semble. Oui, alors il y avait une politique, en fait, inspirée par ce qui se passait à l'époque aux États-Unis, donc de faire du vite,
dans les plaines pour justement hériter des terres. C'était le même problème ici. Voilà. Donc on voulait ou bien jeter les Arabes dans la mer ou les pousser vers le Sahara. Mais comme ce n'était pas possible, donc on a commencé à les exterminer. Il y avait des idées de déportation de toute la population. Vous parliez de typhus et de famine. Il me semble justement le délirant, mais pas si délirant que ça, puisque c'est toute une tradition qui prend ses racines, on en parlait dans l'orientalisme. Baudichon qui dit bon, on aurait aimé faire avec eux ce que l'eau de vie, c'est-à-dire l'alcool, a fait sur les Indiens. Bon, mais ces potanés, c'est-à-dire nous, mais ces potanés refusent de boire. Donc, il faut les exterminer par le fer et par la famine et par la maladie. Mais très beau programme. C'est les trois arbres qui ont été utilisés. La guerre de libération elle-même est un condensé de tout ce qui s'est passé depuis 1830 à 1954. C'est un condensé. Qu'est-ce qui n'a pas été utilisé ? Le napalm a été utilisé. C'est-à-dire, à l'époque, c'était l'arme, disons, je ne dirais pas l'arme absolue. Les Français n'avaient pas encore la bombe atomique et encore, je ne sais pas s'ils ne l'auraient pas utilisée s'ils l'avaient. Ici, ils avaient tout utilisé. La guerre était une guerre totale. Il y a eu, on oublie souvent, 8000 villages détruits, bombardés, rasés. Il y avait 2,5 millions, près de 2,5 millions dans des camps dits de regroupement. Mais ces camps de regroupement, ce n'étaient pas des baraquements, des guitounes ou bien des préfabriqués. C'était des maisons en toube. C'était des maisons avec vraiment sommaires. Et de beaux vergers tels que les qualifiés Saint-Arnaud, Bugeaud, etc. Ça, c'était pendant la guerre de libération. Tout cela s'est passé pendant la guerre de libération. On a utilisé tous les moyens. La guerre était totale. L'aviation, tout. Mais c'était un condensé. D'ailleurs, parmi ces moyens que vous mentionnez, M. Boukhalifa Al-Mazid, on retrouve professeur Khiyati, puisqu'on ne change pas des méthodes qui gagnent pour le colonialisme, évidemment. On retrouve ces mêmes pratiques en 1942. Vous mentionnez les asphyxiés de Zeralda. Oui. Donc un député, un maire, un préfet vichiste qui va enfermer 36 personnes dans un sous-sol de 15 mètres carrés, 25 morts. Mais vous mentionnez aussi une autre pratique qui est celle d'enfermer les Algériens dans les cuves à vin. Les cuves à vin, oui. Ça s'est fait dans la région de Tlemcen, Mostaganem, dans plusieurs régions où les colons qui avaient des fermes avaient cédé une partie de ces fermes-là aux militaires. Elles ont été transformées en centres de détention, de torture plutôt. Toujours la communion colon. Et comme on ne voulait pas se donner la peine de construire des geôles, donc on les a mis dans des cuves à vin. Et il y a beaucoup de personnes qui se sont asphyxiées à l'intérieur de ces cuves à vin. Nous avons même les noms de ces personnes-là et les lieux où ont eu lieu ces massacres. Et vous mentionnez l'enjeu qu'ont toujours représenté les grottes pour la lutte des Algériens, y compris pendant la Révolution de novembre. Et vous mentionnez les sections grottes qui ont été formées au sein de l'armée française et l'usage des gaz asphyxiants. Tout à fait. Ça, c'est un phénomène qui n'est pas connu, qui est très, très méconnu. C'est que la France a formé effectivement des équipes de gazage. Et avec des équipes cynophiles également spécialisées. Des équipes de chiens. Donc il y en avait 3 ou 4 équipes sur tout le territoire national. Et on avait mis en place un dispositif utilisant les avions et les hélicoptères. Lorsqu'il y avait une grotte qui était identifiée, donc l'équipe était ramenée en urgence au niveau de la grotte et on utilisait des gaz. J'ai rapporté à peu près une quarantaine de grottes qui ont été gazées par l'armée française. Les gens qui habitent dans la région le savent parce que ça s'est transmis oralement. Oui, certains d'ailleurs ont gardé le nom, par exemple, excusez-moi, de Rar Chouhada. Tout à fait. Il se trouve que Rar Chouhada, il y en a 3 ou 4 à travers le pays. Donc il y a eu à Marnia, il y a eu également ailleurs. C'est justement des grottes où on a utilisé des gaz pour tuer toutes les personnes qui étaient à l'intérieur. Et en fait, l'ILN a utilisé
utilisé les grottes uniquement essentiellement comme infirmerie Certes. pour les blessés. Des hôpitaux souterrains. Et il faut rappeler également que l'armée libre française, durant la Deuxième Guerre mondiale, a utilisé la même chose, puisqu'elle a utilisé une infirmerie, donc une grotte au niveau du Vercors, à côté de Lyon, et qui a été identifiée par les nazis, que les nazis sont venus, donc ils ont bombardé la grotte. Elle a utilisé exactement les mêmes procédés, mais encore pire, parce qu'elle a amélioré ses procédés. Oui. C'est vrai qu'elle a parfois bombardé, comme la grotte de Tness, parce qu'ils ont ramené un croiseur qui a bombardé de la mer la grotte, mais ailleurs, on a utilisé du gaz pour tuer les gens. Donc c'était une nouvelle innovation dans la façon de tuer les gens, etc. Et cette politique de la terreur, c'est notamment, on l'a vu à l'œuvre lors des massacres du 8 mai, on a vu à l'œuvre lors de ce qu'il est commun d'appeler les ratonnades, qui sont suivies, et qui ne se sont, encore une fois, jamais démentis pendant tout le long de la lutte, et qui n'ont, encore une fois, jamais été seulement le fait des militaires. On ne compte pas le nombre de fois où ce sont les colons qui s'organisent en milices, etc. Oui, vous prenez Ils font des descentes punitives. Ces milices, par exemple. Le 2 novembre 1954, des premières milices sont nées des milices de colons sont nées à Boufarik. Le 2, c'est-à-dire que l'OAS n'est que l'aboutissement, c'est-à-dire l'unification de toutes. Il y avait en 1957-58 une quarantaine d'organisations extrémistes qui allaient de la Main Rouge jusqu'à d'autres appellations absolument fascistes, etc. Ça a toujours existé. Et dès qu'il y avait la moindre fièvre, moindre poussée de fièvre du côté des Algériens, il y avait immédiatement la réaction par la violence, par c'est que en 1954, cette idée de jusqu'au boutiste, de tuer le maximum, de faire payer au maximum d'Algériens, le soulèvement, leur désir d'insurrection, de liberté, oui. Ou de liberté, il fallait le faire. Et jusqu'à aujourd'hui, vous le trouvez, oui, ils ont voulu, tant pis pour eux, ils ont voulu la liberté. Et puis, je disais tout à l'heure... Oui, on retrouve le même discours d'ailleurs pour les Palestiniens. On retrouve exactement, c'est le même discours, d'ailleurs inspiré directement très souvent, les leaders israéliens citent pour convaincre l'opinion française, ils leur citent le FLN, ce que faisait le FLN, comment disait le FLN, comment mobilisait le FLN. Mais il ne faut pas être étonné, c'est-à-dire qu'ils ne sont étonnés que ceux qui le veulent bien de ce qui s'est passé au lendemain du soulèvement généralisé du Nord constantinois sous l'instigation sur l'impulsion de Zéro Youssef, il y a eu immédiatement. Et le chiffre de 12 000 est un chiffre qui est approximatif. J'ai demandé au colonel Saut Larb, Sibou Bneder, je lui ai demandé comment il avait le chiffre. Il m'a dit que c'était un chiffre. Pourquoi est-ce que nous avons ce chiffre de 12 000 ? C'est parce que, et d'ailleurs c'était Bentobal qui était chargé aussi, qui était chargé de cela, ils avaient demandé les noms des victimes pour que le FLN puisse les indemniser. Puisse indemniser ces familles avec un petit pécule, un petit... pas de consolation, mais c'était par nécessité absolue à l'époque, pour les indemniser. Donc ils sont arrivés à ce chiffre de 12 000. Et il m'a dit, ce n'est parce que il ne faut pas croire que les choses se passaient en un quart d'heure, 20 minutes. Évidemment. Dans le temps, c'était très, très, très répandu dans le temps. Il fallait... c'était des milices qui étaient, l'armée a tué, et immédiatement les milices se sont constituées. Ce n'était pas un coup de colère. Oui. J'aimerais préciser que la Main Rouge n'est pas une milice. Hein.
C'est un service spécialisé, des services secrets, parce qu'il a fait plusieurs attentats au niveau de l'Europe, au niveau du Maroc et de la Tunisie. Donc, oui, c'est vrai. Une sorte de gladio français. Absolument. Alors, avant de poursuivre et de conclure notre émission, nous allons, comme d'habitude, mes chers compatriotes, faire un petit intermède et revenir à la littérature esthétique avec notre rubrique Les Astres, tout de suite après le jingle. Je rappelle que le titre de notre rubrique Les Astres fait référence au fameux poème de Baudelaire, Les Phares, où il citait les phares de la culture occidentale. Et bien nous, dans cette rubrique, nous nous proposons de redécouvrir ensemble les astres de la culture algérienne. Et puisque nous commémorons les tristement célèbres massacres du 8 mai 1945, je me propose avec votre aimable autorisation de vous faire redécouvrir un passage du cadavre encerclé de Katib Yassine dans le recueil qui s'intitule « Le cercle des représailles ». Je vous laisse découvrir. Ici sont étendus dans l'ombre les cadavres que la police ne peut pas voir. Mais l'ombre s'est mise en marche sous l'unique lueur du jour, et le tas de cadavres demeure en vie, parcouru par une ultime vague de sang, comme un dragon foudroyé rassemblant ses forces à l'heure de l'agonie, ne sachant plus si le feu s'attarde sur sa dépouille entière ou sur une seule des écailles à vif dont s'illumine son antre. Ainsi survit la foule à son propre chevet, dans l'extermination qui l'arme et la délivre. Ici même abattu, dans l'impasse natale, un goût ancien me revient à la bouche, mais ce n'est plus la femme qui m'enfanta ni l'amante dont je conserve la morsure, ce sont toutes les mères et toutes les épouses dont je sens l'étreinte, y sont encore loin de moi. Et seule persiste ma voix d'homme pour déclamer la plénitude d'un masculin pluriel. Je dis nous et je descends dans la terre pour ranimer le corps qui m'appartient à jamais. Mais dans l'attente de la résurrection, pour que, l'Akhdar assassiné, je remonte d'outre-tombe prononcer mon oraison funèbre. Il me faut au flux masculin ajouter le reflux pluriel, afin que la lunaire attraction me fasse survoler ma tombe avec assez d'envergure. Ici, je me dénombre et n'attends plus la fin. Je me force à arrêter parce que sinon, le texte et la beauté du texte m'entraîneraient jusqu'à sa fin. Professeur Khiyati, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, votre ouvrage est richement documenté et cite abondamment d'ailleurs les sources coloniales dans l'un des arguments qui à mon avis est le plus imparable, à savoir Shahida Shahidun min ahliha. Et il y a un jugement aussi qui m'a frappé, page 28, où le colonel Saint-Arnaud, le tristement célèbre, dit « Ces Arabes, ce sont les chouans, les bons chouans de 1794. Les chefs leur manquent, heureusement, et aussi l'union, car chaque tribu est un peuple qui agit selon ses passions, et dans la tribu voisine est souvent l'ennemi mortel. » Et là, jugement très clairvoyant et qui va d'ailleurs préfigurer la révolution de novembre, et son succès. Si l'Afrique entière se soulevait comme un seul homme, malgré les bavards qui disent qu'il n'y a pas ici de population, nous serions bien vite acculés à la mer. Nous faisons une guerre sans gloire qui nous coûte autant en résumé que la bataille d'Austerlitz. Tout à fait. C'est un texte qui est en fait prémonitoire, puisque nous avons eu 54. C'est ce qu'a compris d'ailleurs l'émir Abd el-Kader. Dès qu'il a pris le pouvoir, il a ici d'unifier les tribus. Et malheureusement, les Français ont compris également la même chose et ils ont tout fait pour que la discorde s'installe entre toutes les tribus. Ils ont créé des problèmes, etc. Mais chaque fois qu'il y a eu une unification d'une partie de la population, chaque fois, disons, son activité, ses actions ont été efficaces. Et je pense que 54 l'a prouvé. À partir du moment où le FLN a réussi à mettre sous son voile toutes les divisions, toutes les différences, tous les paradoxes, le processus de l'indépendance était tout tracé, quoi. Autre
analyse assez judicieuse à l'époque seulement chef de bataillon Khan Robert, qui a vite pris du galon grâce à ses pratiques sanguinaires. Lorsqu'il parle du shérif Mohammed bin Abdullah, dit Boumaza, le shérif Boumaza lui-même, au printemps dernier, était à la tête des insurgés du Haut-Dahra. Après avoir disparu pendant quelques jours, vient de reparaître. Accompagné de peu de cavaliers hardis et bien montés, il a fait plusieurs pointes sur des tribus alliées. Il a surpris et massacré un Ara et 3 caïds sans que nos camps aient encore pu l'atteindre. Ce système de faire payer aux chefs nommés par nous leur fidélité à notre cause, s'il recevait de l'extension, deviendrait très préjudiciable à nos intérêts et compliquerait singulièrement la difficulté déjà grande du gouvernement des indigènes. Autrement dit, c'est presque une ode avant la lettre à ce qu'on appelle aujourd'hui la 5e colonne. Tout à fait, tout à fait. Et sans 5e colonne, pas d'impérialisme et pas de colonialisme. Le problème dans tous les pays, c'est la 5e colonne. Ce sont des ce sont des gens de chez nous qui vendent le match. Le match. Donc ça s'est passé durant. Je pense que le fait que les Mélapradel arrivent à arrêter la résistance, c'est à cause de ça. Ce sont des tribus qui, peut-être exténuées par l'effort de guerre, ont fini par faire allégeance à la France et donc sont devenus des ennemis, parce que c'est eux qui signalaient les mouvements des troupes de l'émir, et ça a été la même chose. Qui ont été les auxiliaires de Pélissier, qui font de l'humour en disant là, nous marchons au-dessus de leur tête. Vous savez qu'en 1840, au moment où Bugeaud a été envoyé pour justement mettre fin à Abdelkader, il disposait d'une armée de 106 000 hommes. Mais il y avait 25 000 autochtones qui constituaient donc ce qu'on appelle les Zouaves à l'époque. Ensuite, on les appelait les Turcos, avant que le nom se transforme en tirailleurs. Et puis, on a eu les Harkas par la suite. Donc, ces 26 000 ont donné les 200 000 Harkas qu'on a eu à l'indépendance. Donc, ce corps-là, ces corps-là, parce qu'il y en avait plusieurs, ont été indispensables aux colonisateurs pour se maintenir, pour être toujours au courant et pour faire également exécuter les sales besognes. Certes. Et donc, et pour s'en défausser sur eux ensuite. Absolument. Pour dire puis nous on fait pas, c'est eux les responsables. Les nôtres ont essayé de les arrêter, mais bon, c'est dans leur nature, ils sont comme ça. Ils sont excessifs. Ce qu'ils ont fait en 1900, dans les années début 60, ils ont emmené des harkis d'ici, en France, pour assurer la répression. Oui, et ce sont eux qui ont assuré la répression des manifestations de 1961. C'était eux qui faisaient ça. Ils disaient, bon, ils se connaissent entre eux, donc ils connaissent. Et ce qui a été très dur pendant la guerre de libération, ça a été aussi la création des commandos, ce qu'on appelait les commandos Georges, c'est-à-dire des ralliés de Djounoud, de l'ALN qui s'étaient ralliés. Et ça a fait très très mal, parce que c'était des combattants, ils connaissaient, ils savaient les techniques de combat. Ceci étant, dans une guerre révolutionnaire comme celle que nous avons menée, dans une guerre révolutionnaire, il n'y a pas que le combat. Jamais le FLN n'a dit en 1954 « nous allons vaincre l'armée française, la 4e armée du monde ». Certes. Non. La guerre révolutionnaire, c'est tout. C'est-à-dire, c'est d'abord l'enjeu, c'était le peuple en 1956. À la fin de 1956, c'est-à-dire après le congrès de la Soumam, une fois que disons que les structures de l'ALN, les structures politiques ont été mises en place, etc. Je crois que beaucoup de moudjahidines vous le diront, c'est-à-dire que c'était réglé, il fallait payer le tarif syndical, le bol de sang nécessaire à l'histoire. Mais dans l'esprit des Algériens, dans l'esprit de ceux qui ont initié le combat, dans l'esprit de ceux qui menaient le combat, les choses étaient claires. C'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une seule issue, c'était l'indépendance. Et ça a été payé assez cher, parce que tous ces gens qui croient, à qui on fait croire
ou naïvement, à tous ces naïfs plutôt, que c'est De Gaulle qui a été l'artisan de l'indépendance de l'Algérie. Non, on n'offre pas une province comme l'Algérie comme ça parce qu'on a la perle de l'Empire. On ne donne pas. C'était l'âme de l'Empire, l'âme de la France, comme l'Inde était l'âme de l'Angleterre. Et l'Algérie était l'âme de la France. Et on ne donne pas comme ça les choses. De Gaulle, c'est parce qu'il a été poussé dans ses derniers retranchements. Oui. Ces derniers retranchements, par un combat diplomatique, un combat populaire, tout armé, sur tous les fronts. Tout cela, c'est tous les éléments constitutifs de la guerre révolutionnaire. Absolument. Parce que la guerre a enfanté la révolution. Ce n'était pas dès le départ une révolution. L'assise populaire qui a été par donnée la praxis qu'elle s'est formée. Et ça a atteint ces résultats. Et donc, c'est peut-être une leçon à tous les tueurs qu'on voit aujourd'hui autour de nous. Je pense particulièrement à la Palestine. Palestine. Parce qu'ils sont en train de vivre ce que nous avons vécu. Absolument. Ils sont en train de le vivre. Et puis, ce qui est paradoxal, c'est que nous avons eu une chance parce que notre combat était intervenu à un moment déterminé de l'histoire de l'humanité. C'était un moment de grande décolonisation. Absolument. Ça nous a également aidés. Bien sûr. Et De Gaulle ne pouvait pas gagner, la France ne pouvait pas gagner parce qu'il se battait contre l'histoire. Et on ne gagne pas contre l'histoire, quelle que soit la force, quelle que soit la puissance qu'on puisse mettre. Et ça, je crois que c'est un espoir aussi pour tous ces combattants palestiniens, je pense. Absolument. Alors, justement, nous arrivons au terme de notre émission et je me tourne vers vous, professeur Khiati, pour le mot de la fin. Vous mentionnez dans la conclusion de votre ouvrage que, malgré la riche documentation que vous fournissez, malgré toutes les informations et la mine d'informations que vous fournissez, vous précisez néanmoins que ce travail-là n'est qu'un préambule à un travail qui devrait être plus poussé pour découvrir encore, puisque vous dites que malgré tout ce que vous nous fournissez ici comme précieuses informations, vous n'en êtes encore qu'à la surface. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur les enfumades, sur les emmurements, sur le gazage de 1830 à 1962. C'est clair. C'est-à-dire que nous, Algériens, nous n'avons pas encore écrit notre histoire. Surtout notre histoire récente. Et donc il est impératif qu'il y ait des commissions, des groupes d'études sur cela, et des groupes multidisciplinaires. Comme par exemple pour les enfumades, je l'ai dit, donc il faut absolument qu'il y ait des archéologues, des anthropologues, des historiens, des médecins, des géologues, etc. Des gens spécialisés pour étudier cela, parce que ce n'est pas normal. Ce qui s'est passé, on l'a vu à travers donc certains éléments, qu'il ne s'agissait pas du tout de phénomènes accidentels, mais que c'était une stratégie. Puisqu'on retrouve pratiquement sur tout le pays, le nord du pays, des faits similaires. Donc, cela veut dire qu'il doit y en avoir d'autres types de massacres qui ont été effectués et que l'information ne nous est pas arrivée parce qu'il y avait une tradition orale qui a été bloquée à un certain moment. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que l'on envisage, il faut faire un travail mémoriel scientifique. Absolument. Il faut qu'on envisage l'avenir. Il faut qu'on explique aux générations futures que ce pays a été arraché au colonialisme, pas par une donation. Et qu'il y a eu des milliers de morts, des millions de morts. On a parlé de 1 500 000 morts durant la Révolution, mais si on prend toute l'occupation, c'est actuellement l'évaluation, c'est entre 10 et 15 millions de victimes. Et on peut apporter la preuve de ces 10 à 15 millions. Ce n'est pas uniquement... Absolument. Puisque la famine que notre ami Hamid a citée, entre 60 et 70, a fait au moins 1 million de morts. Et il y a eu un livre sur cela, le désastre démographique de Djilali Sarri. Donc, il y a aujourd'hui des documents qui le prouvent. Et Djilali Sarri s'est basé sur des documents qui n'ont jamais été exploités. Ce sont les registres faits au niveau des églises.
parce que les moines avaient écrit des choses lorsqu'ils ont vu ce qui s'est passé, ils ont vu les morts dans les rues, etc. Donc ils ont pris des notes. Et donc sur l'exploitation de ces données-là, ça lui a permis donc de faire, d'évaluer, d'estimer, si vous voulez. Donc je pense, j'ai également cité les innovations utilisées dans les enfumades. Donc l'enfumade, si on n'a pas suffisamment de fascines, on utilise l'emmurement, on a fait dévier des rivières pour noyer les gens à l'intérieur des grottes, etc. Donc il y a eu des techniques qui ont été utilisées. Ça, malheureusement, on ne connaît pas tout. Donc il faut absolument voir. Et je ne parle pas également du gazage des grottes au cours de la Révolution. Si j'ai cité 40, ça veut dire qu'il y en a eu plus. Évidemment. Je crois juste d'un mot. Je vous en prie. Pour appuyer ce que dit le professeur. Je crois que ce n'est pas la première fois que je le dis. Je crois qu'il est nécessaire et utile et urgent de créer une école d'histoire algérienne, une vraie école d'histoire, qui puisse avoir d'autres référents que ceux auxquels ce sont. Je ne mets pas en doute le travail qui a été fait. Mais je crois que nous avons besoin de nos latinistes, de nos hellénistes, de nos osmanistes, parce que la langue turque ancienne, de l'arabe ancien, c'est-à-dire pour qu'on puisse chercher nous-mêmes. Une production autocentrée. Oui. Et parce que si nous demandons la récupération des archives, il faut qu'on ait les moyens de les exploiter et entièrement. Tout à fait. En tout cas, messieurs, merci beaucoup pour vos lumières. Merci beaucoup, M. Boukhalifa Mazid, d'avoir été parmi nous. Merci à vous. Au plaisir de vous recevoir une autre occasion, Inch'Allah. Professeur Moustapha Khiati, je rappelle que votre ouvrage s'intitule Génocides coloniaux, enfumades, emmurements et gazage de grottes, paru à l'occasion du SILA 2022 aux éditions ANEP et disponible dans toutes les librairies. Merci encore, professeur. Merci encore, M. Mazid. Merci encore à vous, mes chers compatriotes, de nous avoir accueillis chez vous. J'espère que vous avez passé un moment agréable et instructif et qu'un séjour est l'immense honneur de vous retrouver, comme d'habitude, la semaine prochaine. الذكرى 77 لمجازر 8 ماي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كيوم وطني للذاكرة. لما نتكلم على 8 ماي 45 قبل ما نتكلم على هذا الحدث كانت مرحلة من المراحل الهامة اللي عاشها الشعب الجزائري والعالم كله لما وقعت 8 ماي 45.